Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de CGB 24 TV Universel. Nous sommes ici dans le bureau de Mfera Charlemagne, Immigration. Je crois que nous nous intéressons pas seulement à la politique, nous nous intéressons aussi à d'autres faits de l'immigration, de la culture, de l'économie et autant qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous Monsieur Mfera Charlemagne. C'est un homme qui est connu ici à Montréal et partout dans le monde aussi pour ses services d'immigration, pour tous les continents du monde, parce que c'est un monsieur qui travaille avec toutes les nationalités du monde. Mais je pense que dans la présentation, je vous laisserai certainement lui-même de nous dire un peu plus sur lui et sur sa compagnie. Alors bonjour monsieur Mfera. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir rencontrer Global Mfera Immigration. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de recevoir CGB 24 TV dans nos locaux. Évidemment, je m'appelle M. Charlemagne Mfera. Je suis le cofondateur de Global Mfera Immigration. Global Mfera Immigration, c'est un cabinet de conseil et de services en droit d'immigration. Alors, nous avons créé nos services pour faciliter l'immigration à des milliers de personnes qui veulent venir s'installer au Canada. Et nous avons nous-mêmes immigré au Canada. Et c'est connaissant le processus d'immigration qui n'est pas toujours facile, on a créé ces services pour être en mesure d'aider tout le monde. Chaque personne qui a des difficultés ou bien des problèmes avec l'immigration, nous sommes là pour les aider. Et donc vous êtes basé à Montréal précisément? Nos bureaux sont à Montréal. Nous sommes également dans beaucoup de pays dans le monde. Nous sommes en Ukraine, en Russie, en Martinique, au Congo, au Brésil, nous avons la représentation. Nous avons une représentation en Algérie. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes également au Yémen. Et puis très prochainement, nous serons à Tel Aviv. Alors, ça c'est bien. Merci beaucoup. Mais nous avons plusieurs questions à vous poser concernant toutes ces questions d'immigration, puisque nombreux qui vous voient aujourd'hui voudraient un peu savoir un peu plus. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, un peu aussi au niveau de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, donc de partout dans le monde qui veulent venir au Canada. Et donc, je crois qu'à travers cette émission, vous allez découvrir certaines choses que vous n'avez jamais entendu parler, certainement en ce qui concerne l'immigration. Et donc, je vous invite donc à continuer à nous suivre sur cette chaîne. Donc d'ici peu, dans quelques minutes, après donc la publicité, nous allons continuer avec Monsieur Mfera. Merci. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au micro de Noëlla. Je m'appelle Noëlla et j'ai 9 ans. Je suis née en Chine, dans la province de Hubei, dans la ville de Suzhou. Ma mère est canadienne d'origine chinoise. Mon père est canadien d'origine congolaise et en particulier le Congo-Brazzaville. J'ai aussi un petit frère et une petite soeur adorables. Mon rêve à moi, c'est de devenir journaliste pour une grande chaîne de télévision. Je parle français, anglais et mandarin. J'adore m'amuser. J'aime beaucoup les belles robes de princesse et les milliers de couleurs pour dessiner tout ce qui me vient à l'esprit. Alors bienvenue dans mon monde. Avec mon micro, je vais commencer à vivre mon rêve. La meilleure manière d'apprendre, c'est de poser des questions. La meilleure manière de comprendre, c'est de s'interroger, réfléchir, enquêter, penser par soi-même, s'inspirer des autres, des petits comme des grands. Aujourd'hui, dans quelques minutes, je serai au parc Tolhurst, ambiance pique-nique familiale. Je vais en profiter pour en savoir plus sur ces mots magiques. Ces mots qui ont une signification profonde, je demande à chacune des personnes que je croise quel est leur mot préféré. Ce sont des mots qui nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie. Merci d'avance pour tous vos encouragements et vos commentaires. Merci à tous ceux qui croient en moi et qui me soutiennent déjà et à très bientôt. Alors, Monsieur Mfera, nous avons plusieurs questions à vous poser concernant la procédure d'immigration. Et la première question que nous avons, parmi les thèmes que nous avons choisis, c'est l'immigration permanente. Qu'est-ce que vous entendez par là, exactement? Je vous remercie pour votre question. Avant de parler de l'immigration permanente, nous devons d'abord comprendre que le Canada, c'est un pays d'immigration. Le pays est basé sur l'immigration. Et le Canada est aujourd'hui un des pays dans le monde là où une nouvelle personne qui arrive est appelée nouveau. Il est un nouveau résident au Canada. Et quand on arrive, on est les bienvenus au Canada parce que c'est ce qui fait la culture, la richesse du Canada. Alors, quand on parle d'immigration permanente, il faut d'abord reconnaître que le pays a différentes catégories d'immigration. Nous avons la catégorie permanente,
qui est l'immigration économique, que souvent des gens viennent. C'est des travailleurs qualifiés, ça peut être les gens d'affaires, ça peut être des personnes qui ont été parrainées par les membres de leur famille. Alors, quelqu'un qui a la résidence permanente au Canada, c'est une personne qui est autorisée à habiter au Canada, à travailler au Canada, à bénéficier de toutes les opportunités que le Canada peut offrir et par la suite demander la citoyenneté. C'est celui-là qu'on appelle immigrant permanent. Et est-ce que vous travaillez aussi avec... parce que vous avez cité une catégorie des immigrants, vous avez parlé des travailleurs qualifiés, vous avez parlé, bon, pas les étudiants ne sont pas des travailleurs permanents, mais ils peuvent les devenir après, je crois, une procédure que vous allez nous expliquer. Qu'en est-il des étudiants ou soit encore des réfugiés? Bon, on va aller pas à pas, on commence d'abord avec les étudiants, parce que nombreux qui viennent aussi pour les études veulent rester ici, veulent avoir un peu toutes ces opportunités que leur présente le Canada. Comment ça se passe à ce niveau-là? Pour ce qui est des études au Canada, le Canada est parmi les pays au monde qui offrent la possibilité à de nombreux étudiants internationaux de venir sur son territoire et d'apprendre et de bénéficier des infrastructures que nous avions au niveau de l'enseignement. Chaque année, nous recevons des milliers d'étudiants qui viennent de partout dans le monde. Alors, comme je dis toujours aux clients, que ce soit l'immigration permanente, que ce soit l'immigration temporaire, il faut prendre ça comme un projet. L'immigration ne fonctionne pas comme nous on dit souvent un topo, que je donne l'argent, demain le visa sort. C'est un processus d'immigration. Alors nous avons mis en place nos services justement pour accompagner les personnes qui sont intéressées par le Canada, que ce soit par les études, vraiment de passer la procédure de façon professionnelle. Alors les étudiants qui sont intéressés à venir étudier au Canada, la première des choses, c'est le niveau d'études qu'ils doivent avoir d'abord. Une personne qui a le bac ou qui a le niveau terminal peut venir continuer ses études au Canada. Mais quand on parle des études au Canada, il faut d'abord se poser la première question. Qu'est-ce que je viendrai étudier au Canada? Est-ce que je viens poursuivre une formation professionnelle? Est-ce que je viens pour une formation continue pour des personnes qui sont déjà en emploi? Ou bien est-ce que je viens poursuivre une formation professionnelle qui me permettrait d'aller sur le marché du travail? Donc, commençons d'abord à définir qu'est-ce que je veux venir faire au Canada. Une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'on veut venir faire au Canada, évidemment, la majeure partie des étudiants qui viennent au Canada ne savent pas comment fonctionne le système éducatif du Canada. Et les clients nous contactent. C'est à ce moment-là que nous rentrons en contact avec les clients, qu'on essaie de les accompagner d'abord par le conseil. C'est un peu de voir c'est quoi leur profil, est-ce qu'ils peuvent répondre aux exigences du gouvernement du Canada pour bénéficier. Une fois que ça a été déterminé, on aide l'étudiant à choisir un programme d'études. Une fois que le plan d'études a été choisi, on fait l'admission. Le client nous autorise à émettre tous les documents qu'il faut pour qu'il puisse être inscrit dans un établissement scolaire au Canada. Une fois que ça a été fait, on suit le processus d'immigration. Si c'est un étudiant qui va venir au Québec, on fait la demande de certificat d'acceptation du Québec, qui est le document qui autorise un étranger à venir étudier sur le territoire québécois. Et une fois qu'on a fini avec le CAQ, on fait la demande de permis d'études. Le CAQ, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire? Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. C'est le document délivré par le gouvernement du Québec qui autorise les étrangers qui veulent venir étudier sur le territoire québécois. Donc, si on n'a pas le CAQ, malheureusement, on ne peut pas venir étudier au Québec. Impossible. Mais par contre, si on n'a pas le permis d'études, on ne peut pas venir étudier au Canada et au Québec. Donc, c'est toute une procédure? Apparemment, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est un processus. C'est comme on l'a dit dès le début, il faut toujours prendre l'immigration comme un projet. Il y a des étapes à suivre, il y a le temps qu'il faut passer, il y a des dépenses, et puis il y a le résultat qui est à la fin. D'accord. Et concernant les étudiants, parce que vous avez été en Europe, vous avez été un peu partout dans le monde aussi, mais quand on voit un peu ce qui se passe au niveau de la France, particulièrement, lorsque les étudiants les étudiants étrangers, ils vont pour les études, après avoir fini les études, c'est quand même un peu impossible pour eux de rester en France, donc ils doivent rapidement rentrer chez eux s'ils n'ont pas soit la résidence permanente ou soit encore le permis de rester ou de travailler. Alors, lorsqu'on essaie un peu de comparer ces deux pays-là, quelle est votre analyse par rapport à cette situation où au Canada, les gens peuvent venir et puis, une fois fini les études, nombreux, ils restent, lorsque le gouvernement québécois leur donne ces possibilités-là. C'est quoi la différence à ce niveau-là?
D'abord, il faut comprendre que le système nord-américain est différent du système européen. Oui. Au Canada, les étudiants qui viennent pour étudier, nous avons beaucoup d'étudiants français qui viennent à Montréal pour les études. Pendant que l'enfant étudie, d'abord de un, il peut travailler. Oui. Ça, c'est la première des choses. On lui donne la possibilité d'avoir une certaine expérience sur le marché du travail. De plus de 900 heures, plus de 8 mois, il a la possibilité d'avoir un post-diplôme. Un post-diplôme, c'est un document qui lui permet d'avoir un statut de travail temporaire qui d'avoir un post-diplôme. Un post-diplôme, c'est un document qui lui permet d'avoir un statut de travail temporaire qui lui permet de travailler au Québec ou bien au Canada. Ça lui permet également d'acquérir une certaine expérience par rapport au domaine de formation qu'il a suivi à l'université ou bien au collège. Maintenant, une fois que l'étudiant a travaillé pendant au moins 12 mois, s'il est éligible, il peut bénéficier au programme que nous avons qui permet de transformer la résidence temporaire en résidence permanente. Pour le Québec, on appelle ça le PEC, c'est-à-dire le programme de l'expérience québécoise. On base bien le PEC. Alors, pour les programmes de l'expérience québécoise, c'est un programme qui a 2 volets. Le premier volet, c'est le volet des étudiants. Il y a certains diplômes. Une fois qu'on a fini cette formation, on a un diplôme qui peut être le bac, qui peut être le DEC, le diplôme d'études collégiales, qui peut être le DEP, diplôme d'études professionnelles. Il vous donne l'accès au PEC. Mais il y a d'autres étudiants qui font par exemple un certificat, une attestation d'études collégiales. Malheureusement, ils ne peuvent pas directement appliquer au PEC. Ils doivent d'abord travailler avec un post-diplôme. Alors, ils quittent le statut d'étudiant pour devenir travailleur temporaire. Après avoir travaillé pendant 12 mois, ils peuvent demander la résidence permanente s'ils sont toujours éligibles à le demander. Maintenant, pour ce qui est du reste du Canada, nous avons ce qu'on appelle l'expérience canadienne. C'est-à-dire les étudiants qui ont fini, s'ils sont éligibles, évidemment, ils peuvent demander également la résidence en passant par ce programme. Donc le Canada donne la possibilité d'abord aux étudiants, 1, d'être en contact sur le marché du travail, 2, de pratiquer les connaissances, 3, d'aller pour avoir plus de compétences qui permettent soit ils veulent rentrer dans leur pays, ou bien de rester au Canada pour travailler. D'accord. Alors, nombreux choisissent souvent la province du Québec pour les études et aussi pour l'immigration. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dans les zones anglophones du Canada, mais ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des gens qui parfois immigrent dans les provinces anglophones du Canada finissent toujours par venir au Québec. Quels sont les avantages que la province du Québec présente par rapport à d'autres provinces du Canada en matière d'immigration? Merci pour votre question. Alors, le Québec, c'est d'abord une des provinces du Canada. Nous en avons 10 et puis 3 territoires. C'est la seule province du Canada là où on parle le français, qui est la langue officielle. C'est la langue qui est reconnue. C'est sûr que le Canada, c'est un pays bilingue, mais au Québec, on parle français. Alors, c'est la seule province également en Amérique du Nord. Là, on peut profiter. On est en Amérique du Nord, mais on travaille et puis on parle français. Alors, les gens viennent au Québec d'abord de 1, par l'attrait que le Québec offre concernant son immigration. Il a un programme d'immigration qui est très souple, qui est basé sur certains critères qu'on pourra en discuter un peu plus tard. Et en plus de ce programme d'immigration, le Québec a beaucoup d'accords avec des pays comme la France. Nous avons beaucoup d'étudiants français ou bien de travailleurs de la France qui viennent ici, parce qu'il y a des ententes qui existent entre le Québec et la France. Évidemment, pour beaucoup de pays africains qui sont des francophones, les gens viennent au Québec directement, c'est pour continuer à étudier bien, à travailler en français. Donc c'est ce qui fait que le Québec a une certaine cote par rapport à d'autres provinces. Et en passant, je dirais que c'est la 2e province la plus peuplée après l'Ontario. Donc le Québec fait à peu près 8 millions 400 habitants. C'est énorme. C'est énorme. Alors, puisqu'on est toujours, on va laisser un peu du côté des études, mais c'est vrai que s'il y a des conseils que vous pouvez donner à tous ces étudiants qui sont encore dans leur pays d'origine et qui ont toujours des projets de venir ici
au Canada. Vous avez donné des explications sur la procédure à suivre. Vous avez parlé du PEC, non, d'abord du CAC, je crois, si je me trompe CAQ. pas. Le CAQ. Vous avez parlé aussi du PEC. Du PEC. Donc, vous écoutez, vous avez entendu ce que M. Ferrat vous a dit. Donc, c'est sûr que préparez-vous pour la procédure. Et donc, si vous avez besoin d'informations à ce sujet, vous pouvez toujours contacter M. Ferrat. Vous allez voir un peu sur le lien qui va défiler en bas son adresse, ou soit encore son site internet et son adresse et numéro de téléphone. Donc, toutes ces coordonnées pour les contacter pour ces genres de projets. Alors, moi, j'ai une question concernant un peu... avant, je sais qu'on va discuter un peu des réfugiés, on va discuter un peu de tous ces problèmes, mais je vais revenir un peu sur la question des résidents permanents. Ceux qui veulent venir ici en tant que résidents permanents, quels sont les critères de sélection? Parce que nombreux, on sait que parfois certaines personnes ont le niveau secondaire, ce qu'on appelle par le lycée dans leur pays, mais qui ont une expérience professionnelle et qui veulent aussi venir ici, mais qui n'ont jamais, qui ont peur de voir un peu dans ce sens comment est-ce qu'il faut faire. Alors, quels sont les critères de sélection pour ces personnes? Parce que tout le monde veut en savoir un peu plus par rapport à ça. Alors, pour ce qui est de la résidence permanente, nous savons que le Canada, c'est un pays de droit. Oui. Un pays de droit qui a des critères bien définis par rapport à la loi de l'immigration et son application dans le règlement de l'immigration et de la protection des réfugiés. Ce qui revient à dire que l'immigration n'est pas faite pour satisfaire des personnes qui sont à l'extérieur du Canada. L'immigration est encouragée pour répondre à certains besoins que le pays en a actuellement. Si nous parlons du Québec, c'est le besoin d'abord de la population. La population de plus en plus vieillissante. On a besoin de nouvelles personnes. On a besoin de gens qui viendront travailler pour continuer à faire des efforts qui ont été déjà fournis par rapport à l'économie. Nous avons besoin de conserver la langue française, qui est la langue parlée au Québec. Donc voilà pourquoi le Québec s'ouvre pour l'immigration. Maintenant, concernant les critères de sélection, c'est sûr que tout un pays qui met en place une politique d'immigration doit définir certains critères. Ce qui est avantageux et très bon pour le Québec est que le système d'immigration est non discriminatoire. Je vais expliquer. Ça veut dire qu'une personne qui se trouve en France ou bien en Afrique, les critères de sélection s'appliquent à tout le monde de la même façon. De façon égalitaire. Donc, il n'y a pas à dire parce que je suis en France ou bien je suis en Afrique que ça ne peut pas s'appliquer de la même manière. Alors, les travailleurs qualifiés, ce sont des personnes de 1 qui viennent au Canada ou bien au Québec pour occuper un emploi. Donc, ce sont des personnes qui doivent avoir d'abord minimum une année d'expérience de travail. Côté éducation, minimum avoir le bac. Évidemment, il y a des critères comme on l'a dit. Du bac, parce que il y a ici au Québec, on appelle le bac en fait lorsque vous obtenez un diplôme après 4 ans d'études universitaires, c'est ce qu'on appelle par le bac ici au Québec. Je parle du bac dans le système francophone. C'est-à-dire le système français, pas francophone, mais le système français. C'est-à-dire après le lycée, qui est sanctionné par un bac qui vous permet d'aller à l'université. En ce moment, vous êtes éligible, votre diplôme peut avoir des points. En fait, le système fonctionne avec les critères qui sont les suivants. Le premier critère, c'est le niveau d'études. Le deuxième, c'est le domaine de formation. Si vous avez le niveau et que vous avez le domaine, vous accumulez les points. Et il y a l'âge. De 18 ans à 35 ans, vous avez le maximum des points. Et à partir de 36 ans, vous perdez les points. Vous avez également l'expérience de travail. Vous aviez le test de français, que ce soit l'anglais ou bien le français qu'il faut passer. Et puis vous avez la composition de votre famille. Si vous avez des enfants, ou bien vous êtes célibataire, vous êtes monoparental, ou bien vous êtes avec votre épouse. Et nous avons également la capacité financière. Donc ces critères associés vous donnent un certain pointage qui vous permettra de passer le seuil. Que ce soit pour, par exemple, pour le Québec, 49 pour des gens qui sont seuls. Et au niveau du fédéral, il y a également le pointage. Ils ont un système qu'on appelle l'entrée express. Donc, les personnes sont sélectionnées par rapport à l'entrée express. Au Québec, on a mis en place ce qu'on appelle Mon Projet Québec. Donc, c'est au travers de Mon Projet Québec où on peut vous sélectionner. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître ici, que j'aimerais souligner, est que quand vous êtes dans un projet d'immigration, c'est bien beau, on veut venir au Canada. La première des choses à faire, c'est de s'informer.
qui peut m'accompagner dans ce processus? Est-ce que c'est un spécialiste? Au Canada, nous avons des spécialistes qui peuvent vous accompagner dans ce processus. Ça peut être des consultants en immigration, ça peut être des avocats, ça peut être des notaires, ça peut être des personnes qui sont autorisées, qui travaillent sous un consultant ou bien un avocat. Ce sont des personnes qui ont une accréditation pour accompagner les clients dans leur processus d'immigration. Donc, on ne commence pas à payer l'argent à gauche, à droite, à la première personne qu'on voit. On prend l'information de la personne qui est supposée nous aider, vérifier. Est-ce que cette personne est autorisée? Est-ce que cette personne est au Canada? Une fois qu'on a vérifié cette information, on signe un contrat avec la personne. Une fois qu'on a signé le contrat, là où tout est mentionné, quelles sont les responsabilités du conseil, quelles sont les responsabilités du client, c'est en ce moment on peut se lancer dans l'aventure que nous on appelle l'immigration, qui finira par le visa de résidence permanent. Donc voilà grosso modo comment fonctionne. Depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés pour la résidence permanente, l'immigration permanente, notamment au niveau du Québec. Par le passé, la demande de certificat de sélection du Québec se faisait sur papier. Alors, depuis beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de discussions qui se sont faites, beaucoup de consultations, que ça prenait beaucoup de temps. Donc, le gouvernement a voulu réduire le temps de traitement des dossiers pour que les personnes viennent le plus vite possible au Canada ou bien au Québec. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle mon projet Québec. Où toute personne intéressée par le Québec doit d'abord s'inscrire. Maintenant, à la période autorisée, on pourra maintenant soumettre notre dossier. Si vous avez été retenu parmi le nombre de personnes qu'on en a besoin, dans ce cas, on vous envoie un email qui vous demande de déposer les documents qu'il faut dans les 90 jours et puis vous continuez votre processus d'immigration. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Vous avez écouté M. Mfera Charlemagne de Mfera Global Immigration. Et je crois bien que pour les attentes, pour les questions que vous m'avez posées, que vous avez voulu savoir, vous avez écouté auprès de M. Ferrat. Mais j'ai une question concernant un peu la durée de la procédure, parce qu'on a remarqué que ce n'est pas la même chose selon les continents. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'origine ou bien la raison pour laquelle la durée de traitement des procédures en matière d'immigration n'est pas la même pour les Africains, où c'est un peu plus long, pour les Européens, où c'est un peu plus court, pour les Chinois, où c'est presque la même chose avec les Européens? Pourquoi un peu cette, je dirais pas cette inégalité, mais pourquoi cette situation? En fait, en immigration, il y a ce qu'on appelle les zones géographiques. Nous avons ce qu'on appelle les BVC, les bureaux de visa canadiens, ou bien nous avons les BIC, les bureaux d'immigration du Québec. Ben, maintenant, tout se passe à Montréal. Mais quand vous voyez dans un dossier d'immigration, il y a des délais parfois qui dépassent un autre délai. Ce n'est pas parce qu'on est africain. C'est juste au niveau de la vérification des documents. Je vais prendre un exemple. Une personne qui immigre de la France, ça serait beaucoup plus facile du Canada de faire la vérification des diplômes, de faire la vérification de l'établissement scolaire qui a émis ce diplôme. Est-ce que c'est à cause de l'informatisation du système administratif? Tout à fait. Oui. Et on s'entend qu'une personne qui a étudié dans un pays, par exemple africain, on va le dire comme ça est, et qu'on a de la difficulté à faire la vérification de l'établissement qui a émis le diplôme. Donc ça prend un peu plus de temps à faire les vérifications. Donc c'est juste au niveau des vérifications qui allonge le temps de traitement des dossiers. C'est pas parce qu'on est africain ou bien européen, non. Les critères s'appliquent à tout le monde de façon non discriminatoire. D'accord. Alors, on va ici un peu parler du parrainage. Le parrainage, beaucoup de Canadiens qui sont ici, ou bien des résidents permanents qui sont ici et qui travaillent, qui ont un emploi permanent et qui, pour certains aussi, sont devenus des Canadiens, veulent faire venir leur famille ici, que ce soit leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants. Et j'aimerais un peu savoir comment ça se passe et quelles sont les difficultés que ces genres de personnes rencontrent souvent dans ce genre de procédure. Ok. Alors, le parrainage au Canada fait partie de la catégorie qu'on appelle le regroupement familial. Il se passe en deux volets. Nous avons des gens qui sont à l'extérieur du Canada et nous avons des conjoints de fait ou bien des épouses qui sont au Canada. Si je prends des personnes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire un résident permanent ou bien un citoyen canadien qui a plus de 18 ans, va à l'extérieur,
il rencontre une âme sœur, il se marie, ou bien il fait un enfant à l'extérieur. Dans ce cas, l'enfant, s'il est citoyen canadien, l'enfant sera citoyen canadien. Mais s'il va se marier avec une ou un étranger à l'extérieur, il a la possibilité de parrainer cette personne. Alors, il y a un processus d'immigration qui est là. On va commencer d'abord par faire la demande de parrainage. On va vérifier si la personne est en mesure de parrainer. Évidemment, il y a certains critères qu'il faut respecter. La première des choses, il ne faut pas être sur le bien-être social. Il ne faut pas avoir la dette de la couronne. Les gens me posent souvent la question, c'est quoi la dette de la couronne? Il y a des personnes qui sont arrivées au Canada comme des réfugiés. Quand ils sont arrivés, le gouvernement avait payé pour eux. Avait payé les billets. Donc, il y a une certaine dette qui sont en train de payer petit à petit, ou bien qui ne payent pas. C'est des choses que je ne savais pas. Il y a des personnes qui, par le passé, ont été renvoyées du Canada par une mesure de renvoi, et que le temps est passé et l'interdiction a été levée et que les personnes reviennent au Canada, ils ont une dette. Donc, des personnes qui ont une dette envers le Canada, je ne parle pas des cas de crédit, je ne parle pas du financement de la voiture, mais je parle plutôt de la dette. Donc, si vous avez cette dette-là, malheureusement, vous ne pourrez pas parrainer. Jusqu'à ce que la dette soit payée ou bien qu'il y ait eu des ententes qui sont prises pour qu'on puisse prendre des échéances de paiement. Donc, ce n'est pas définitif. Oui, ce n'est pas définitif. Maintenant, une fois que le gouvernement fédéral a vérifié, pour des personnes qui veulent venir au Québec, par exemple, le processus est différent de ceux qui vont à l'extérieur du Québec. Pour ceux qui viennent du Québec, on fait d'abord la vérification de la personne qui va vous parrainer. Si c'est votre femme, on va vérifier votre femme. Est-ce qu'elle respecte les exigences qu'on vient de mentionner? 2. Est-ce qu'elle a un statut au Canada? Ce n'est pas parce que je suis au Canada, que je suis parti à l'extérieur, je suis revenu, que je peux parrainer. Peut-être que je suis étudiant. Je ne sais pas. Donc, on vérifie d'abord le statut de la personne. On vérifie si la personne a déjà des engagements de parrainage. Parce que l'engagement de parrainage, quand on engage un processus de parrainage, c'est pour 3 ans pour un époux. Donc, si la personne n'a pas d'engagement de parrainage, dans ce cas, la personne sera autorisée à parrainer sa femme ou bien son conjoint. Une fois qu'on a reçu l'autorisation, on fait la demande ou bien on prend l'engagement auprès du service d'immigration du Québec. Alors, c'est un engagement de 3 ans pour les époux ou bien épouses, comme on l'a mentionné. On fait la demande de certificat de sélection du Québec parce que même si le fédéral a autorisé que la personne soit parrainée, il faut que le Québec puisse émettre le certificat. Donc, une fois qu'on a mis le certificat de sélection du Québec, et le processus continue au niveau du fédéral, parce que comment ça fonctionne au Canada? Le gouvernement fédéral, c'est lui qui émet des visas pour que des personnes puissent venir sur le territoire canadien. Mais pour qu'une personne puisse venir au Québec et vivre de façon permanente, il doit avoir l'autorisation du Québec qu'on appelle le CSQ. Donc, une fois que le CSQ a été délivré, il sera renvoyé immédiatement dans le BVC pour beaucoup d'entre Africains francophones. Le BVC qui s'occupe de la zone géographique Afrique francophone, souvent c'est Dakar. Donc, ils vont envoyer à Dakar. Et Dakar va faire la vérification médicale. Il va faire la vérification sécuritaire. Si la personne a un casier judiciaire, malheureusement, la personne ne pourrait pas venir au Canada. Mais si la personne n'a pas de casier judiciaire, il y aura un visa qui sera émis, après la visite médicale bien sûr, et la personne pourrait venir. Le problème que nous rencontrons et ce que nous avons remarqué, souvent c'est quand les personnes font le parrainage, et les personnes qui sont à l'extérieur ne déclarent pas tous les membres de la famille. Ou bien, ils en déclarent un peu plus. J'explique. Au Canada, membres de la famille, c'est papa, maman, les enfants, père, grand-père. Les cousins, les cousines, les tantines, les sœurs, tout ce monde, ce n'est pas les membres de la famille. Au terme de l'immigration. Ça ne veut pas dire que parce que je viens au Canada, mes frères ne sont plus les membres de ma famille. Non, par rapport à l'immigration, c'est le noyau familial. Donc, papa, maman, les enfants, père, grand-père. Il arrive que les personnes ne déclarent pas tous les enfants. Un exemple, je vais prendre. Monsieur X qui habite en Afrique avait un enfant qui, quand il avait 19 ans, et cet enfant vit avec sa mère. Madame Y
qui est résident permanente au Canada, va aller en Afrique, elle va rencontrer le monsieur, il y a l'amour qui est là, et il y a l'intercelle, ils se marient. Oui. Madame parraine monsieur. En parrainant monsieur, monsieur oublie de déclarer l'enfant qu'il a eu quand il était encore tout jeune. Monsieur arrive au Canada, monsieur a la résidence permanente, et tout se passe très bien pour lui. Oui. Il a même la citoyenneté. Là, il se souvient qu'il avait un enfant. Et que cet enfant a moins de 19 ans et l'enfant n'a pas été déclaré. Et monsieur veut maintenant déclarer l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire devant ce genre de situation? Alors, c'est des situations un peu compliquées en immigration parce que l'enfant n'a pas été déclaré, donc l'enfant n'est pas reconnu comme l'enfant de la personne qui veut parrainer. Donc, l'enfant est exclu du regroupement familial. Mais ça ne veut pas dire que la porte est fermée. Ouais. Donc, dans ce cas, s'il faut maintenant contacter un spécialiste en immigration, faire le dossier ensemble, il y a des fortes chances qu'il y aura un refus dans ce dossier. Mais quand il y a un refus, dans ce cas, on peut faire un appel. Oui. On va nous donner la possibilité d'expliquer pourquoi cet enfant n'a pas été inclus quand on avait fait le document de parrainage. Ça, c'est dans le cadre du parrainage à l'extérieur du Canada. Mais il peut arriver qu'un étudiant qui est au Canada, ou bien un visiteur, ou bien une personne qui se trouve au Canada, pour des raisons X, n'a plus de statut. Oui. Et cette personne rencontre une citoyenne canadienne, ou bien un citoyen canadien, ou bien un résident permanent du Canada, il se marie au Canada. Dans ce cas, la loi de l'immigration permet à ce que cette personne qui est soit étudiant, soit travailleur temporaire, soit visiteur, soit sans papier, de le parrainer à l'intérieur du Canada. Alors, s'il est parrainé à l'intérieur du Canada, on suit également la même procédure, c'est-à-dire qu'on inclut tous les membres de la famille, les enfants qui sont à l'extérieur. Parce que si on oublie, on revient sur le même cas qu'on venait d'avoir tout à l'heure. Maintenant, une fois que la demande a été faite, si c'est pour le Québec, on demande le certificat de sélection du Québec. On commence d'abord par la vérification de la répondante, le certificat de sélection du Québec, et puis on demande le visa la résidence permanente. Maintenant, les difficultés que nous avons à ce niveau-là, si le mariage n'a pas été authentifié, c'est-à-dire que ce n'est pas un mariage authentique, c'est-à-dire un mariage blanc, ok, il y a un refus. Et quand il y a un refus dans un mariage blanc, on appelle ça le R4, c'est-à-dire que le mariage a été contacté dans le but d'avoir un statut au Canada, on ne peut pas faire un appel. Et là, on a besoin d'aller à la Cour fédérale pour faire un contrôle judiciaire et chercher à casser la décision. C'est une longue procédure en plus. C'est une autre procédure qu'il faut prendre en ce moment. J'avais une question tout à l'heure lorsque vous parlez de la vérification médicale pour les gens de famille qui ont oublié d'inclure ou bien de faire la déclaration de leur enfant pour le cas de la personne qui à l'époque était encore jeune, a eu un enfant. Et moi je me pose un peu la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas possible, est-ce qu'il vous arrive pas parfois de faire le test de l'ADN pour prouver réellement que c'est son fils et que le test de l'ADN puisse constituer au moins un élément de preuve pour faire avancer le dossier? Oui. La preuve de l'ADN peut être demandée à tout moment. Je prends un exemple. Supposons que la personne a déclaré les enfants. Mais l'agent peut avoir des doutes, peut dire que ce ne sont pas vos enfants. Il peut demander le test de l'ADN. Mais dans le cas où nous avons pris que le monsieur n'avait pas déclaré l'enfant, qu'est-ce qui va arriver? La demande sera refusée et il y aura un appel qui sera fait. C'est au niveau de l'appel pour démontrer dans quelles circonstances cet enfant n'a pas été déclaré. Je prends un cas, il y a beaucoup de cas qui arrivent. Supposons que la personne a fait un enfant, que pour des raisons X, la maman et l'enfant sont partis dans un autre pays. Et que le papa ne savait même pas que la fille était enceinte. Ça peut arriver. Et que monsieur est devenu citoyen canadien, qui habite au Canada, et que sa femme, l'ex-copine ou femme, sur Facebook, va apprendre que tel monsieur est devenu citoyen canadien, il habite au Canada, et qui va expliquer à son enfant, mais tiens, mais c'est ton père, qui va expliquer la procédure, que vraiment c'est lui, j'ai eu, on a fait cet enfant, c'était l'aventure, c'était l'enfance, tout ça là. Et que l'enfant veut rentrer en contact avec son père, et que l'enfant n'a pas été déclaré,
Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas son enfant. Oui. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle une audience. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'appel. On fait un appel et à l'audience, on demande dans quelles circonstances on n'a pas pu déclarer cet enfant. Et on fait le test d'ADN pour confirmer, évidemment, c'est mon enfant. Et on évoque des considérations humanitaires. Est-ce que ça ne constitue pas parfois une source de problème pour des résidents permanents ou résidentes permanentes qui ont déjà contracté des contrats de mariage ici et que, une fois étant informés de cette situation, que vous avez par exemple un enfant à l'étranger, est-ce que pour l'époux ou l'épouse qui est ici au Canada, ce monsieur, est-ce que ça ne pourrait pas constituer un autre problème ou bien d'autres problèmes? En fait, il n'y a pas un problème si la personne, le mariage a été fait de bonne foi. Si c'est des mariages blancs, évidemment, c'est interdit. On enfreint la loi, on essaie de contourner la loi. Ce n'est pas acceptable. Le Canada a des politiques et des procédures d'immigration qui sont claires. Maintenant, si jamais, dans un cas de parrainage, le visa a été refusé et qu'on ne peut pas parrainer cette personne, vous avez le choix. Soit vous partez vivre avec cette personne dans son pays, on n'a pas un autre choix, malheureusement. Alors, moi je vais poser certainement la dernière question concernant le mariage, puisqu'on va passer à d'autres thèmes. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, pour les hommes? Nous savons que nous sommes ici au Canada et que le Canada, c'est un pays qui n'autorise pas la polygamie. Mais il arrive parfois que les résidents permanents, que le gouvernement canadien ou québécois reçoit ici, que ces personnes soient des gens qui ont déjà eu des mariages ou bien qui se sont mariés à l'étranger, surtout pour certaines cultures qui peuvent épouser 2 ou plusieurs femmes. Et que lorsque cette personne, en tant que résident permanent, se retrouve ici au Canada, et que cette personne veut parrainer, et cette personne vraiment veut parrainer sa famille, tous les membres de sa famille, qu'est-ce qui arrive devant ces genres de situations? Ce sont des situations un peu compliquées parce que au Canada, la polygamie n'est pas autorisée. Et quand nous remplissons, par exemple, les formulaires du processus de parrainage, il y a des questions qui sont posées. Il y a des questions qu'on va vous poser, par exemple, est-ce que vous avez été déjà dans une union de fait? Est-ce que vous avez été déjà marié à une autre personne? Si vous dites oui, ils vont vérifier avec votre répondant si au moment de votre mariage avec la femme actuelle ou bien le monsieur actuel, vous étiez encore l'épouse ou bien l'époux d'une autre personne. Si vous étiez l'époux ou bien l'époux d'une autre personne en ce moment, le mariage est caduc. Donc, vous êtes exclu du regroupement familial. Donc, pour se marier, il faut être célibataire. Même si il y a eu ces cas que madame s'est séparée avec son mari, ça faisait 10 ans, mais elle n'avait pas le divorce. Mais elle s'est mariée avec une autre personne, croyant que pendant 10 ans, qu'elle n'était pas avec son ex, qu'elle était divorcée. Non, elle était séparée. Mais il faudrait qu'on ait l'acte de divorce avant de contacter un nouveau mariage. Mais si on n'a pas l'acte de divorce et qu'on va contacter un autre mariage, le mariage n'est pas reconnu au Canada, malheureusement. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Mfera. On va passer à la question des réfugiés. Nous savons qu'il y a des guerres partout dans le monde. Nous avons le cas de la Syrie, nous avons le cas de l'Afrique centrale aussi, le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, bon, pas seulement ces pays, mais un peu partout dans le monde, que ce soit même au niveau de l'Asie, il y a des pays qui sont dans les troubles aussi. Je dirais mais partout dans le monde, il y a des troubles. Mais ces genres de personnes qui sont des réfugiés politiques veulent venir au Canada, ou bien certains sont entrés ici illégalement, je ne sais pas par quels moyens, mais lorsque vous vous trouvez devant ces genres de situations, que pouvez-vous conseiller à ces genres de personnes, ou bien quelle est la procédure à suivre en matière des réfugiés, en matière, je ne sais pas si je peux appeler ça immigration des réfugiés, mais il faut peut-être trouver un autre terme. Parlons réfugiés tout simplement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation? Nous appelons ça catégorie de l'immigration humanitaire. Qui renferme les réfugiés et des personnes qui sont semblables aux réfugiés. La première des choses à savoir, il faut d'abord définir ce qu'est un réfugié. Un réfugié, c'est une personne qui a quitté son pays parce qu'il craint d'être persécuté avec raison du fait de sa race, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa religion et de la couleur de sa peau ou bien d'un groupe social. C'est défini dans la Convention de Genève. Donc, beaucoup de pays, y compris le Canada, ont souscrit à cette déclaration.
Donc, ce qui fait que quand une personne arrive au Canada, il peut ou ne pas avoir eu le visa canadien, mais qu'il est arrivé sur le territoire canadien et qu'il pense que s'il repart dans son pays, il y a des raisons de croire qu'il sera persécuté, cette personne est autorisée à demander refuge au Canada que nous appelons la protection internationale. Donc, on fait le dossier, la personne passe devant la commission de l'immigration, la section de la protection des réfugiés, il y aura une audience, il y aura un commissaire, il y aura le client et on défend la cause du client pour démontrer dans quelle mesure sa vie est en danger si cette personne était renvoyée du Canada. Mais par contre, il y a aussi un point qui est très important que nous confondons souvent. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre dans votre pays qu'on va vous donner refuge au Canada. Le Canada, malheureusement, ne peut pas accueillir toutes les populations du monde là où il y a des guerres. Nous sommes à peine 38 millions et quelques, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Quand la situation est généralisée, c'est votre gouvernement qui a le droit de vous protéger et non le Canada. On demande la protection internationale si on a démontré que 1, je serai persécuté, 2, il n'y a pas la possibilité de refuge intérieur dans mon pays, 3, je ne peux pas bénéficier de la protection de mon État. Dans ce cas, vous pouvez avoir la protection internationale. Donc ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on vient demander. Nous avons eu des clients, par exemple, des pays en guerre actuellement, qui sont venus au Canada, qui ont demandé l'asile. Il y a d'autres qu'on a acceptés, il y a d'autres qu'on a refusés. Donc ils ont été renvoyés? Ils ont été renvoyés dans leur pays. Mais il faut démontrer que la crainte subjective que détient le client, c'est par rapport à sa situation personnelle et pas par rapport à la situation généralisée de guerre. Mais qu'arrive-t-il parfois, parce qu'on a vu sur RDI, que ce soit à TVA, certaines familles ou bien certaines personnes qui ont été renvoyées dans leur pays d'origine, mais qui étaient dans des cas un peu désespérés, des cas de maladie par exemple, des gens qui étaient venus ici, mais qui étaient dans des maladies graves, et que s'ils rentraient dans leur pays, ils ne pouvaient pas avoir la possibilité de se faire soigner par rapport, en parlant en termes de technologie médicale. Ces personnes veulent rester ici pour continuer à se faire soigner et avoir le droit à la vie, comme on dit, disent certaines conventions. Mais il est arrivé que le Canada puisse envoyer ces genres de personnes. Alors, vous, en tant que spécialiste, expert en immigration, qu'est-ce que vous faites généralement pour ces genres de personnes, pour les sauver? Parce que ça, c'est aussi un cas humanitaire. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui Mais souvent, on n'a pas la bonne information à la source. Le Canada ne peut pas renvoyer une personne pour laquelle, si jamais la personne repartait dans son pays, la personne n'aura pas droit aux soins ou bien son état de santé ne permet pas que la personne reparte. Ça ne se fait pas de la sorte. Nous avons ce qu'on appelle le CH. C'est un programme qu'on appelle considération humanitaire. C'est une demande qu'on formule auprès du ministre pour demander que la personne reste ici pour des raisons qu'on vient de mentionner. Si jamais l'agent a pris la décision finale de renvoyer la personne, c'est parce qu'on a remarqué ou bien on a étudié le dossier, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de considération humanitaire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui veulent profiter du système d'immigration au Canada. Nous sommes un pays de droit, nous sommes reconnus pour l'humanisme. Le Canada a des programmes que nous ne trouvons pas dans d'autres pays. Par exemple, la catégorie humanitaire. Nous protégeons des personnes qui ont peur de repartir parce qu'ils seront torturés. Nous allons un peu plus loin. Nous avons par exemple le cas des femmes battues, la violence conjugale. Les personnes sont protégées. Donc je ne pense pas qu'il faut directement conclure que parce que la personne a été retournée dans son pays et qu'on a pris connaissance qu'il n'y a pas les hôpitaux sophistiqués pour soigner la personne et on se permet de renvoyer la personne. Non. Il faut d'abord aller voir le cas. Qu'est-ce qui a été fait dans ce cas-là? Pourquoi la personne a été expulsée ou bien pourquoi la mesure de renvoi a été exécutée? Merci, Monsieur Ferrat. Nous avons entendu parler en matière d'immigration un certain nombre de faits là où on parle du non-statut. J'aimerais un peu savoir, je suis un peu curieux de savoir
Qu'en est-il, ou bien qu'est-ce qu'il en est de cette expression, ou bien qu'en est-il de cette situation-là, les non-statuts, c'est quoi exactement? Les non-statuts, en fait, ce genre d'expression par rapport à l'ordre d'immigration n'est pas défini, mais c'est plutôt des personnes qui n'ont pas de statut au Canada. Comment ça? Ça peut être un étudiant qui est venu au Canada pour les études, évidemment, et pour des raisons X, il n'a pas continué ses études, qui ne va pas à l'école et qui n'a pas pu renouveler à temps son permis d'études, et la personne se retrouve sans statut au Canada. Et tant que la personne n'a pas été convoquée par l'agent de service frontalier pour discuter des mesures de renvoi, comment repartir dans son pays, la personne va rester au Canada. Ou bien, à moins que la personne se présente pour dire que je n'ai pas de statut, je veux repartir. Il peut arriver également des personnes qui sont venues au Canada comme des visiteurs, pour des raisons X, ils sont restés au Canada. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas de statut au Canada. Parce qu'au Canada, vous devez toujours avoir un statut. Soit vous avez un statut d'étudiant, ou bien de demandeur d'asile, ou bien vous êtes résident permanent, vous êtes autorisé à rester ici. Donc c'est le genre de personnes qui n'ont pas de statut au Canada. Malheureusement, on en trouve beaucoup. Oh, d'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est vrai que vous nous avez donné beaucoup d'informations sur la procédure d'immigration, et je crois bien que tous ceux qui ont des projets d'immigration au Canada, ou soit encore, je dirais, dans d'autres pays, parce que le Canada n'est pas le seul pays d'immigration. Il y a aussi les États-Unis, il y a d'autres pays, l'Australie et autres. Mais vous avez écouté, vous avez entendu M. Ferrat, l'expert en immigration. C'est à vous de faire en fait un jugement pour décider dans quel pays est-ce que vous pouvez immigrer. Et la question que je pourrais poser à M. Ferrat, c'est de présenter un peu à toutes ces personnes qui vont vous suivre, ou bien qui nous suivent en ce moment, quels sont les avantages, ou soit encore, oui, je dirais beaucoup plus en termes d'avantages, quels sont les avantages d'immigrer ici au Canada, et quels sont les métiers qui sont beaucoup plus demandés au niveau du Canada en matière d'immigration, parce qu'il y a des gens qui veulent bien immigrer, mais ils se posent la question de savoir, est-ce que ma spécialité est demandée par le gouvernement canadien, ou bien est-ce que ma spécialité est recherchée au Canada? Est-ce que si je commence ma procédure, je ne vais pas me casser la figure devant un mur, ou bien est-ce qu'il faut engager la procédure ou pas? Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent, les gens se demandent. Alors, j'aimerais un peu vous entendre sur ce point. Concernant l'immigration, il faut d'abord dire que le Canada offre beaucoup d'avantages par rapport à d'autres pays. La première des choses, vous avez la possibilité d'élever des enfants dans un milieu purement bilingue. Oui. Le pays est ouvert à l'immigration. C'est rare au Canada qu'on vous pointe du doigt pour dire que vous êtes un étranger. Nous avons été dans beaucoup de pays, là où vous restez toujours étranger. Oui. Au Canada, vous allez avoir votre voisin qui est canadien comme vous, mais il est d'une autre nationalité, il est canadien. Il y a la tolérance à ce niveau-là. Oui. Par exemple, je prends encore un exemple pour ce qui est des enfants. C'est un des pays au monde pour la famille. Oui. Les enfants, il y a des droits pour les enfants, il y en a pour les femmes également, il y en a même pour les chiens. Le chien a même un numéro, et on paye les impôts pour lui, il est listé à la mairie. Oh là là. Donc, il y a tellement d'avantages pour tout le monde. Et j'aime dire à tous mes clients, ou bien des personnes qui sont intéressées par le Canada, que c'est un pays de possibilités illimitées. Aujourd'hui, nous parlons immigration. Je suis arrivé dans ce pays comme un immigrant. Je suis arrivé comme un étranger. Maintenant, j'ai pu monter une société qui conseille, qui accompagne des personnes, des étrangers, dans des processus d'immigration. Quel est votre cas? Qui est mon cas. Et c'est quelque chose qui est impensable dans beaucoup de pays dans le monde parce que le système est fermé. Donc nous avons un système qui est vraiment ouvert à ce niveau-là. Et mentionner également que souvent les gens pensent que si j'émigre au Canada, le gouvernement va me trouver le travail. Alors, j'aimerais expliquer que l'immigration et la recherche de l'emploi, c'est deux choses différentes. Oui, le gouvernement a des critères de sélection. Oui, le gouvernement veut un certain niveau d'études. Oui. Mais quand vous arrivez sur place, nous sommes en Amérique du Nord, c'est à vous de faire des preuves.
Oui. Et souvent, on ne vous engage pas parce que vous avez tel diplôme. On vous dit, démontre-moi ce que tu sais faire. Et on peut arriver au Canada et recommencer à zéro. Mon cas, je suis arrivé comme ingénieur électromécanique. Ah bon. Aujourd'hui, je fais le droit. Donc, c'est un pays de possibilités illimitées. La seule chose qui peut nous limiter ici au Canada, quand vous arrivez, c'est votre mentalité. Ce sont les projets que vous avez de vie. Quand nous accompagnons nos clients, nous ne faisons pas seulement le processus d'immigration. Nous essayons un peu d'expliquer le fonctionnement du pays. Oui. Comment fonctionne le Canada. On ne vient pas juste pour venir. On n'immigre pas juste pour avoir le visa pour changer de pays. Oui. On va s'en rendre compte et quand on arrive au Canada, si on est venu avec des problèmes, les mêmes problèmes vont rester parce que c'est dans la tête. On vient au Canada pour une meilleure vie pour les enfants, donc on fait un projet de vie qui est planifié. J'arrive au Canada, dans les 2 prochaines années, je dois être à tel niveau, ou bien je dois reprendre mes études, ou bien madame va aller étudier, les enfants vont faire ceci. On vient déjà avec des projets bien établis. Et nous, dans notre accompagnement, nous essayons un peu d'accompagner le client, lui expliquer, lui donner un peu les modèles de fonctionnement au niveau du Canada, parce que quand on arrive, on est un peu déboussolé. La première des choses, on se rend compte que tout est gros et on est perdu. On n'a plus les repères qu'on en a eu dans notre pays depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis le voisin qui est à côté, bien que c'est mon voisin, je peux le voir une seule fois par semaine. On n'a pas le temps de se voir. Donc, toutes ces informations, on essaie un peu d'accompagner le client, de lui donner ses conseils, de lui montrer un peu comment préparer son immigration. Évidemment, quand une immigration est bien présentée, bien préparée, ça évite des problèmes. Parce que un des problèmes, quand les personnes arrivent, c'est des problèmes au niveau de la famille. Des problèmes avec des enfants. C'est des problèmes qu'il faut également voir en amont pour éviter qu'il y ait des dérapages quand les personnes immigrent au Canada. D'accord. Merci, mais une dernière question certainement, c'est concernant le problème d'intégration. Par rapport à votre expérience, les gens qui sont venus ici au Canada, que vous avez aidés à obtenir toutes ces opportunités que nous offre le Canada aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent parfois à bien s'intégrer dans la société québécoise ou canadienne de manière générale? Quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent en matière d'intégration? Quand une personne arrive de son pays au Canada, s'il a été accompagné par les services de Global Ferry Immigration, il a bénéficié du conseil. On lui a expliqué la réalité des choses, comment ça va se passer une fois au Canada. Et cette personne, s'il est bien préparé, quand il arrive, il a moins de problèmes d'intégration. Parce que l'immigration réussite dépend du milieu dans lequel on est tombé. Si vous avez été bien conseillé et que vous arrivez et vous voyez des personnes qui ont des projets, et ça vous stimule également. Mais si vous arrivez dans un milieu là où les gens qui vous ont reçu n'ont pas de projet, ça vous affaisse. Et vous avez l'impression que j'ai perdu. Mais il est pertinent de mentionner ici, si vous avez été directeur dans votre pays, ne vous attendez pas que quand vous allez arriver au Canada, le lendemain vous serez directeur. Ce n'est pas que c'est impossible, mais il faut s'attendre à un certain temps de démarrage. Quand on arrive au Canada, on recommence presque tout à zéro. On achète le lit, on achète les assiettes, on achète les fourchettes, on prend la maison, on apprend à connaître le pays, on apprend à connaître la ville. Donc ça prend un certain temps. Dans ce démarrage, dans ce processus d'intégration, la chose qui va vous aider, c'est les projets de vie que vous avez, c'est le conseil que vous avez reçu, c'est la préparation que vous avez eue pour votre immigration. Si elle a été bien préparée, après un certain temps, vous allez retrouver, même dépasser le niveau de vie que vous avez eu dans votre pays. Mais si l'immigration n'a pas été préparée, malheureusement, vous serez dans le coin pour dire qu'on ne reconnaît pas mes diplômes, je ne peux pas, ça ne fonctionne pas, c'est dur, c'est difficile, le voisin a toujours tort, ce sont les parents, alors que l'opportunité est donnée à tout le monde. À tout le monde. D'accord. Merci, merci Monsieur Ferrat, puisqu'on s'approche vers la fin de l'année 2016. Et je pense que vous avez aussi les vœux à souhaiter à tous vos clients, à toutes les personnes que vous avez aidées et aussi à tout le monde qui vous suit. Et donc,
Qu'est-ce que vous pouvez donc leur dire par rapport Alors, j'aimerais d'abord dire un grand merci à tous les clients qui nous ont permis d'exister encore en 2016. Nous avons accompagné beaucoup de personnes dans beaucoup de pays du monde qui sont arrivés au Canada ou bien qui étaient au Canada, qui avaient des problèmes, qu'on a pu aider. J'aimerais également dire un grand merci à nos partenaires qui nous aident à faire des séminaires en immigration, les ateliers, pour donner de l'information. J'aimerais également dire merci à tous nos représentants qui sont à l'étranger, à nos représentants qui travaillent fort à la prospection, à l'information pour donner à tous les clients, pour que les clients sachent c'est quoi le Canada, c'est quoi un projet d'immigration, qu'un projet, ça se prépare, c'est un projet de vie. Alors pour 2017, j'aimerais souhaiter plus d'informations dans vos projets de vie. J'aimerais souhaiter un succès, santé et beaucoup de bonnes choses, et surtout de retenir les services de Globam Ferré Immigration parce que nous sommes là pour vous. Nos services ont été créés pour accompagner les clients et nous sommes toujours à l'écoute de nos clients. Et nous aimerons pour 2017 avoir des partenaires dans d'autres pays du monde comme l'Inde. Nous sommes en prospection, et la France et la Chine en ce moment. Merci beaucoup, Monsieur Mfera. Merci aussi, chers messieurs et dames, bien sûr, je n'ai pas oublié les dames. Vous avez été nombreux à me suivre pour cette émission d'immigration. C'est vrai que nombreux m'ont posé beaucoup de questions par rapport à cette situation, puisque je suis souvent en contact sur les réseaux sociaux avec des gens qui veulent bien sûr immigrer ici. Et donc, par rapport à toutes ces questions que vous m'avez posées, vous avez entendu M. Mfera, l'expert en immigration, vous donner toutes ces réponses. Et donc, vous pouvez le contacter si besoin y est pour vos procédures d'immigration. Et donc, je vous souhaite aussi tous les meilleurs vœux possibles du monde, surtout plein de succès dans vos affaires, dans tous vos projets de vie, projets professionnels et aussi de santé, parce que c'est la chose la plus importante. Et donc à nous revoir d'ici peu. Juste un point concernant le parrainage. Oui. Il y a beaucoup de nouveautés pour 2017. Le parrainage des parents, ça sera fait par rapport à la déclaration d'intérêt. Avant, il fallait atteindre les 5 000 et 10 000. La première personne qui dépose le dossier avait la possibilité de continuer le processus. Alors le gouvernement, depuis le 14 décembre, après, il y a eu une mesure qui a été prise. Ça sera fait par rapport à la déclaration d'intérêt. Vous allez remplir tous les formulaires. On va les soumettre sur le site du gouvernement et ils vont tirer 10 000 candidats qui sont autorisés à continuer la procédure d'immigration. Alors pour ce qui est du parrainage des époux, on a aussi de bonnes nouvelles. Le gouvernement va augmenter de 17 000 candidats et la procédure sera réduite jusqu'à 12 mois. Et puis on a facilité au niveau des formulaires, donc c'est beaucoup plus facile. Mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas préparer le dossier. Je veux juste dire qu'on a facilité les choses parce que le gouvernement veut à ce que les familles se réunissent le plus rapidement possible. C'est bien. Merci. Merci. Ça, c'est un détail que j'avais oublié. Et heureusement que M. Ferra a bien su nous le rappeler. Et donc, une fois de plus, merci pour tous les auditeurs, tous les internautes plutôt, tous les internautes qui nous suivent. Et voilà, donc c'était ça. Et à nous revoir donc d'ici peu, dans quelques jours, en 2017. Et donc je vous souhaite une très bonne nouvelle année et bien de choses à vous et à tout le monde. Voilà. Merci et à nous revoir prochainement. Au revoir. Au revoir.